Bienvenue à tous. L'Afrique, dit-on, est le continent doté du plus fort potentiel pour l'énergie solaire et nombre des lieux les plus ensoleillés du monde s'y trouvent. Malgré ce potentiel, le taux de pénétration de l'énergie solaire est encore très faible et pourtant les défis liés à l'accès des populations à l'électricité restent énormes. Énergie solaire en Afrique, une mine d'or inexploitée. Analyse sur ce plateau avec Joseph Kogbe. Vous êtes directeur exécutif de l'ONG OPED et coordonnateur international du réseau Climat et Développement. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci à M. Gaëtan. Alors, M. Kogbe, quel regard portez-vous sur le potentiel solaire du continent africain? Je crois que cela ne fait pas débat. On le sait très bien, nous avons un continent très ensoleillé. Le soleil est d'ailleurs la meilleure ressource énergétique que nous avons sur le continent. Et donc, d'après les études qui ont été réalisées sur plusieurs années et dans plusieurs pays, l'Afrique a un potentiel qu'aucun pays au monde ne peut égaler en matière d'énergie solaire notamment. Donc, je crois que, comme vous l'avez dit, c'est une mine d'or que le continent a et c'est aussi une opportunité pour enclencher un nouvel modèle de développement pour le continent. Alors pourquoi, malgré cet atout dont dispose le continent, l'Afrique fait face à de nombreux défis liés à l'accès des populations à l'électricité? Oui, je crois que d'après plusieurs documents que moi j'ai consultés, il s'agit avant tout d'une orientation politique. C'est-à-dire que quand vous prenez la plupart de nos pays, certains n'ont pas de politique énergétique en tant que telle. On navigue à vue, on développe, on lance des projets, on lance des programmes, mais il n'y a pas une politique en tant que telle qui permet d'orienter justement l'ensemble des actions que mènent les pays. Ça, c'est quelque chose qui est donc politique et stratégique d'un point de vue de priorité que les États se définissent. Un autre problème qu'on peut soulever, c'est peut-être la méconnaissance des intérêts ou des avantages que l'on a à aller vers ces formes d'énergie-là. Pendant longtemps, on nous a fait croire que les énergies renouvelables coûtent trop cher, il faut investir énormément d'argent pour pouvoir y accéder, et donc pour certains décideurs politiques, ils se sont dit c'est pas la peine, il vaut mieux aller vers ce qui est plus accessible pour satisfaire les populations. Alors que depuis plus de 10 ans maintenant, les prix des produits solaires notamment ont diminué à plus de 90%. Est-ce que ça veut dire que ce discours a changé? Pas totalement, mais on voit quand même un début de changement qui s'annonce dans la plupart des pays. Parce que je ne sais pas si c'était dû à la dynamique aussi de la COP21 à Paris, où plusieurs initiatives ont été lancées pour faire face au changement climatique. Et vous savez, qui parle de changement climatique parle forcément d'énergie parce que c'est le premier secteur incriminé dans ce processus-là. Donc, cela a fait que dans la plupart des pays, il y a quand même des initiatives qui ont été lancées et qui permettent aujourd'hui de voir que ça et là, il y a quand même des choses qui se font dans le domaine du renouvelable. Alors, vous parlez de la méconnaissance de l'intérêt que revêtent les énergies renouvelables, notamment le solaire sur le continent. C'est à quel niveau? Il y a plusieurs avantages. Par exemple, je parlais du coût. Quand vous allez vers les énergies renouvelables, vous économisez de l'argent. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, vous avez les prix qui ont chuté sur les 10 dernières années à plus de 90%. Et donc, ce n'est plus comme avant où vous avez besoin d'investir énormément pour pouvoir acquérir le matériel solaire, mais c'est devenu de plus en plus facile d'accès. Et ce qui trompe aussi, il faut que je le rappelle ici, c'est que généralement les énergies fossiles sont subventionnées, ce qui fausse un peu la comparaison des prix. Donc, il y a une question d'économie même pour les États en allant vers les énergies renouvelables parce qu'une fois que vous mettez ça en place, vous en avez pour des dizaines d'années, des vingtaines d'années. L'autre chose, c'est que cela vous permet de créer beaucoup d'emplois. Par exemple, j'ai lu récemment un rapport qui a été publié dans le mois de juin 2020
où on dit que si vous investissez $1 dans les énergies, je dirais $1 million dans les énergies renouvelables, notamment le solaire, vous avez la possibilité de créer plus de 80 emplois. C'est énorme. Et nous savons aussi, par exemple, que quand vous investissez $1, on dit, dans l'énergie solaire, vous pouvez créer plus de 3,5 emplois par rapport à l'énergie fossile ou conventionnelle. Donc, cela veut dire que si j'investis $1 et que je déploie cet argent pour développer de l'énergie solaire, ça me crée plus d'emplois que si je mets cet argent à développer de l'énergie fossile. Il y a également une question d'autonomisation de la femme qui est derrière, parce que vous savez, dans nos communautés, c'est les femmes qui doivent courir par-ci, par-là, aller chercher du bois de chauffe, tout ce qui concerne le ménage en termes d'énergie, c'est les femmes. Donc, quand vous développez l'énergie solaire, ça permet de diminuer un peu la charge de la femme, et cela l'autonomise un tout petit peu parce qu'à partir des énergies renouvelables, la femme peut se créer aussi un petit business autour de cela. Et il y a l'autre aspect aussi de la protection de l'environnement. Ça, je n'ai pas besoin de le dire parce que dans nos pays, vous prenez le cas du Togo, plus de 80% d'énergie provient de la biomasse énergie. Donc, quand on va développer l'énergie solaire, cela nous permettra de laisser de côté la biomasse, et qui parle de biomasse, parle de forêt, etc. Donc, ça nous permet de préserver en quelque sorte notre environnement. Et enfin, je peux parler d'un autre aspect, c'est que lorsque nous développons l'énergie solaire, cela nous permet aussi de tirer un avantage sur le plan sanitaire. Parce que de plus en plus, on nous dit que la pollution intérieure de l'air intérieur, c'est-à-dire dans les cuisines, lorsque nous utilisons du charbon de bois ou surtout du bois de chauffe, vous avez énormément de fumée qui se dégage et qui crée des maladies, surtout des maladies pulmonaires et respiratoires. Et aujourd'hui, avec l'avènement de la pandémie de coronavirus, qui fait que ces personnes, qui affectent aussi les poumons, donc cela veut dire que plus vous utilisez l'énergie, la biomasse, vous êtes plus exposé à la pandémie de ces coronavirus et autres. Donc, vous voyez que quelque part, lorsqu'on développe cette énergie, ça nous permet de nous protéger et d'améliorer notre santé. Donc, autant de bénéfices qu'on peut tirer en allant vers les énergies renouvelables. Alors, une réalité indéniable sur le continent, c'est qu'en matière de cette transition énergétique, le chemin reste très long. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a des initiatives qui font figure de success story en Afrique? Oui, c'est vrai. Comme je l'ai effleuré tantôt, il y a beaucoup de pays qui essayent de se montrer comme des modèles. IRENA fait sortir un rapport en 2017 par rapport aux meilleurs pays, ou les pays qui font de bonnes expériences en matière d'énergie renouvelable dans le cadre du Forum économique mondial. Et il y a plus de pays anglophones quand on prend l'Afrique. Vous avez l'Éthiopie, vous avez la Zambie, vous avez le Zimbabwe, vous avez la Tanzanie qui font partie des meilleurs pays en matière d'énergie renouvelable. Mais quand nous revenons par exemple en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Nord, vous avez le Maroc qui est un exemple en matière d'énergie renouvelable. Avec sa centrale aux portes du Sahara. Exactement, donc qui faisait partie, c'était la première centrale solaire en Afrique d'une telle envergure. Et vous avez aussi d'autres pays, le Togo par exemple, qui fait pas mal d'efforts dans le domaine. Vous avez et qui a lancé le 3 février dernier une initiative visant à construire une centrale à Blita. Exactement. Et vous avez aussi le Burkina qui a également lancé récemment une grande centrale solaire. Donc, il y a pas mal de pays qui essayent de se lancer, mais comme je l'ai dit, il faut que tout cela soit coordonné, qu'il y ait une vision politique et qu'il y ait également une volonté d'impulser
le développement de ce secteur-là, parce qu'on voit qu'au même moment que ces pays essayent de développer des centrales, ils développent aussi d'autres initiatives qui vont dans le sens des énergies fossiles ou du nucléaire qu'on voit par endroits. Alors, au regard de ces initiatives dont vous parlez, est-ce que ce mouvement pourrait-il se muer en une véritable révolution sur le continent? Oui, je pense que nous avons une occasion qu'on n'aura plus la chance d'avoir peut-être dans les années à venir. Cette crise, malheureusement, c'est une crise sanitaire, mais qui constitue une opportunité. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez le prix du baril du pétrole, c'est un niveau extrêmement bas qu'on n'en a jamais vu depuis 18 ans. Donc, le pétrole est devenu tellement bas qu'on n'a plus besoin d'y mettre encore de la subvention. Donc, c'est l'occasion pour les pays, nos pays africains, de pouvoir utiliser cette subvention-là pour développer les énergies renouvelables en cette période de crise. Et ça ne va pas trop se faire sentir parce que le prix du baril est déjà suffisamment bas. Et ça, vous parlez des pays non exportateurs, parce que les pays dont les économies reposent essentiellement sur l'exportation du pétrole, c'est quand même un drame économique. Oui, bien sûr, ça je suis d'accord avec vous, mais la majorité des pays, ce sont des pays qui importent le pétrole. Donc, je voudrais mettre l'accent sur ces pays-là et dire que c'est une opportunité inouïe de pouvoir aller vers la subvention de tout ce qui est renouvelable au détriment de l'énergie fossile. Et lorsque la situation va se normaliser après, je crois qu'on aurait suffisamment avancé dans le domaine du renouvelable qu'on n'aurait peut-être pas besoin de revenir sur la subvention de l'énergie fossile. Donc ça, par exemple, je crois que ça peut être une piste que les États peuvent explorer pour pouvoir maintenir cette dynamique-là de développement des initiatives dans le domaine du solaire. Alors, l'électrification des zones rurales présente des défis particuliers pour les gouvernements africains. Est-ce que le solaire pourrait constituer une solution efficace pour ces milieux? Absolument. Un rapport de l'ONU, l'initiative de l'ONU pour l'énergie durable pour tous, le Sea4All, a montré que d'ici 2030, 60% d'accès à l'énergie devrait se faire via les mini-réseaux ou les systèmes solaires. Donc, pour pouvoir atteindre les milieux reculés, où on n'a pas forcément tous les moyens de pouvoir installer tout le matériel de déploiement de l'énergie conventionnelle, c'est beaucoup plus facile d'aller vers l'énergie solaire. Donc, les milieux ruraux sont vraiment les milieux les plus indiqués où on peut le développer. Et comme je l'ai dit, ça crée également beaucoup d'autres opportunités dans ces milieux-là où les gens, au lieu de chercher à venir en ville, ce mouvement d'exode rural peut être freiné parce qu'il y aura de petites activités parallèles qui vont se développer parce que, vous savez, on dit souvent pour développer un milieu, il suffit d'y emporter l'électricité et la route et puis tout y est. Donc, je crois que ça va être un moyen qui non seulement permettra d'avoir l'accès à l'énergie dans ces villages-là, mais de les développer sans se rendre compte. Au bout de quelques années, on verra qu'il y a un énorme changement dans ces milieux. Alors, on sait aussi que sur le continent, les sociétés nationales d'électricité sont quelque peu défaillantes au niveau du solaire. Où pourrions-nous trouver de l'argent pour faire face à ces défis? L'argent, il y en a. Bon, seulement que peut-être nous ne savons pas où chercher cet argent-là. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la plupart des partenaires au développement encourage toute forme de développement qui soit sobre en carbone et résilient au climat. Et un modèle phare dans ce secteur, c'est l'énergie. Donc, je crois que toutes les entreprises qui sont dans ce secteur-là devraient s'orienter vers ces formes de financement climatique qui existent. Il y en a une multitude de fonds climat. Et aujourd'hui, il y a également le Fonds vert pour le climat qui donne l'opportunité au secteur privé d'accéder directement au financement. Donc, vous avez la possibilité, si vous êtes une entreprise dans un pays donné, de vous
de se faire accréditer auprès du Fonds vert pour le climat ou d'approcher une entité qui est déjà accréditée. Et vous pouvez, par ce canal-là, porter votre projet vers le Fonds vert climat qui peut vous financer. Vous avez aussi d'autres institutions financières qui accompagnent ces genres d'initiatives. Donc, je crois que c'est vrai, le problème que vous évoquez est réel, mais il faut que ces institutions-là s'approchent des départements ministériels dans leur pays qui s'occupent des questions climatiques et énergétiques. Et je crois qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se faire. De la nécessité pour les États de privilégier les partenariats publics et privés dans ce domaine? Absolument. Pour pouvoir aller vers les énergies renouvelables, on encourage beaucoup le partenariat public-privé. Je vais même aller plus loin en disant qu'aujourd'hui, nous sommes plus dans la dynamique de la décentralisation. Nous voulons lutter contre le changement climatique. Les actions sont menées sur le terrain. Donc, c'est dans les collectivités, dans les communes que les actions sont menées. Et il faut aller vers ce qu'on appelle le PPPC, c'est-à-dire le partenariat public-privé à vocation communautaire. Donc, on peut développer ces genres de partenariats qui permettent d'accéder à des ressources qui sont directement dédiées aux collectivités. Donc, je crois que c'est beaucoup plus facile d'ailleurs de passer par ce moyen pour développer l'accès aux énergies renouvelables. Alors, vous avez évoqué brièvement le cas de votre pays, le Togo, qui, on l'a souligné, a lancé, dont les autorités ont lancé le 3 février 2020 les travaux de construction d'une centrale solaire dans le centre du pays. Comment appréciez-vous la part de consommation du solaire au Togo? Disons que jusqu'en 2015, c'était encore très très faible. J'ai lu les documents de planification du Togo sur le secteur, que ce soit le plan national pour l'énergie renouvelable, le plan national pour l'efficacité énergétique ou le plan pour l'accès à l'énergie durable pour tous. C'était très 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 faible, autour de 5% par là. Mais aujourd'hui, dans l'espace de 4-5 ans, on a vu quand même qu'il y a pas mal d'efforts qui ont été déployés et aujourd'hui, on peut se réjouir de ces initiatives que le gouvernement du Togo essaie de lancer par-ci, par-là. Mais ce qu'on peut déplorer, et je l'ai dit tantôt, c'est qu'on n'a pas une politique en tant que telle, une politique nationale du Togo pour l'énergie. Et c'est un peu déplorable. Et j'ai suivi récemment les députés à l'Assemblée nationale qui ont voté une loi allant dans le sens de l'énergie nucléaire. Donc, vous voyez, on ne permet pas aux citoyens de pouvoir juger de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais, parce que s'il y avait une politique qui est déjà développée de façon consensuelle, on saurait effectivement que telle décision de l'Assemblée ou telle décision du gouvernement va dans le sens de la vision nationale. Donc, je dirais globalement que c'est une très, très bonne chose. Et j'allais plutôt les encourager à aller vers le développement des politiques qui permettent d'avoir une vision sur le moyen et le long terme. Joseph Kogbe, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.